Le patrimoine africain qui se retrouve ici en Europe fait déjà partie prenante du patrimoine européen. Il va falloir compter dans les années à venir avec une présence africaine dans cette manifestation. On ne peut pas aboutir au patrimoine sans passer par l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui nous a permis de découvrir la constitution de ce patrimoine-là. Quand vous allez donc voir le patrimoine qu'il y a ici, ça veut dire que comme un peu partout, surtout au 19e siècle, des Nantais sont allés en Afrique. Ils ont ramené du patrimoine et ils sont tous célébrés chez eux. Vous pouvez aller voir les rues qu'on leur a données. Il s'agit en fait de savoir si la personne qui va visiter le patrimoine saura s'il a affaire à des philanthropes explorateurs ou si les objets qu'il est en train d'observer sont le butin d'une prédation coloniale. L'histoire de l'Afrique ici, contrairement à ce que certains peuvent croire, est encore occultée dans les 150 dernières années. C'est-à-dire que tout se fait ici comme si l'histoire s'arrêtait avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Il y a donc eu très peu d'investissement dans l'histoire, notamment la période coloniale. C'est la raison pour laquelle les Afro-descendants ont décidé cette année de participer aux Journées européennes du patrimoine avec une rencontre qui aura lieu le 19 septembre 2015 dont le thème est le suivant: l'Afrique s'invite. Nantes, l'Afrique s'invite aux Journées européennes du patrimoine. Pourquoi l'Afrique doit s'inviter le 19 septembre aux Journées du patrimoine? On ne peut pas continuer à l'heure de la diversité culturelle en Europe, faire comme si les objets d'art, le patrimoine naturel, humain, mémoriel, liés à l'Afrique ne faisaient pas partie de l'Europe. Donc c'est pour cela que nous sommes inscrits dans cette manifestation. Alors quel est l'intérêt pour un Africain déporté aussi de s'intéresser à ce patrimoine? Déjà de découvrir qu'est-ce qu'il y a. Parce que vous verrez que l'un de nos problèmes que nous avons particulièrement en Nantes, c'est que malgré tout ce qu'il y a eu sur l'histoire, ce patrimoine-là est très peu connu. Le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est un débat de fond, il est quand même au niveau de l'identité, au niveau de l'histoire sur la contribution et sur tout ce qui est attachement et sur tout ce qui est héritage. Héritage culturel, héritage totémique, héritage moderne, et ça c'est très important, pas seulement pour un Africain, y compris un descendant d'Afrique, mais pour l'ensemble de la population. Nous avons donc fait un travail de repérage qu'on peut diviser en 5 grandes catégories. Il y a d'abord dans la région nantaise ce qu'on peut appeler les biens culturels, dont le patrimoine archéologique. L'exemple le plus marquant, c'est tout ce qui est venu d'Égypte, parce que dès 1819, l'explorateur Frédéric Caillot a amené des centaines de pièces sur les civilisations égyptiennes, et parmi lesquelles des momies. Donc, nous avons également le patrimoine ethnographique, ici aussi des spoliations coloniales, mais aussi des retours d'aventuriers. Par exemple, nous avons ici le trophée des rois d'Abomey, qui se retrouve au Muséum d'histoire naturelle depuis plus d'un siècle. Et à côté de cela, pas mal d'objets archéologiques, rituels et autres. Et enfin, dans la même catégorie des biens culturels, il y a du patrimoine artistique, c'est-à-dire des objets, de l'artisanat qui ont été ramenés. Et là, c'est des centaines, parce que ça se trouve des armes, des couteaux, des instruments de musique, bon, bref, de l'aspect pictural divers et variés, qui se retrouvent aussi bien dans les musées publics de Nantes, à Angers, au Mans, La Roche-sur-Yon et Laval. Donc, pour terminer dans cette première partie des biens culturels, effectivement, on ne peut pas parler que des musées publics. Il existe également des collections privées, qui sont d'ailleurs beaucoup plus riches aussi que les musées publics.
et qui appartiennent aussi à des institutions comme l'Église catholique, qui a été la première en Afrique pendant très longtemps à Nantes, et qui chaque année stocke un certain nombre d'éléments, ou même l'armée. À Nantes, il y a eu le régiment d'infanterie coloniale, qui fait que l'armée à Nantes a une riche histoire avec l'Afrique qui a permis de ramener pas mal d'éléments. Ça, c'est la première catégorie, objets culturels, archéologiques, ethnographiques et artistiques. J'ai entendu citer le nom de Frédéric Caillot. Je crois que c'est le roi des rois ici, puisque Nantes lui rend hommage, les rues, il a été finalement directeur même du Muséum d'histoire naturelle jusqu'à sa mort, et qu'il y a une grosse exposition qui se déroule pour lui rendre hommage. Caillot, c'est vraiment l'exemple du Nantais célébré pour avoir amené beaucoup de choses à son territoire. Ce n'est pas le même point de vue du côté des Africains, notamment tous ceux qui ont décrié l'expoliation coloniale et le fait que ce patrimoine-là se retrouve ici. C'est le premier qui est allé vraiment au fond, qui a touché même le royaume de Couche, puisqu'il allait jusqu'à Méroé. Il nous a laissé un certain nombre de livres, un certain nombre d'écrits, un certain nombre de dessins qui permettent quand même qu'il est différent des autres. Parce que lui, il a approché vraiment les civilisations africaines, mais sur le côté patrimonial, il n'est pas très différent parce qu'il a ramené des objets qu'il a vendus au Louvre et puis évidemment qu'il a offert à sa ville. Donc, le musée d'Aubrey, en ce moment, sur 300 mètres carrés, a une exposition sur rien que des objets, en gros, ramenés par Frédéric Caillot. C'est un monument à Nantes. C'est un monument à Nantes. Alors, vous parlez tout à l'heure du trophée du roi d'Abomey. Alors, le trophée du roi d'Abomey, je l'ai cité comme ça parce qu'il est emblématique de l'ethnologie qui est liée à l'histoire. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'en 1882, à Nantes, on crée la rue du Dahomey. C'est-à-dire que la France est en guerre pour la conquête du Dahomey, pour en fait parachever sa conquête d'Afrique de l'Ouest. On crée donc à Nantes la rue du Dahomey et Nantes participe donc au financement de cette guerre-là. Et quelqu'un s'illustre pendant cette guerre, c'est un missionnaire qui s'appelle le père Alexandre d'Orgère, qui fait des conférences à Nantes, qui est au four et au moulin. D'ailleurs, un livre est sorti, écrit par Annie Voisin sur lui. Donc, c'est un patrimoine important à plusieurs titres. D'abord parce qu'il représente donc, c'est une prise de guerre. Béhanzin est défait par ruse. Évidemment, c'est normal que les Nantais qui l'ont combattu se retrouvent propriétaires d'un trophée qu'il avait. Et là, l'histoire nous montre aujourd'hui en termes patrimonial, le père d'Orgère a reçu la Légion d'honneur, donc remercié par l'État. Il a été remercié par sa ville natale, puisque c'est un Nantais, il a sa rue, remercié par l'Église. Son buste est là à Bel-Air, dans un collège. Le petit séminaire de Rézé a porté son nom, il faut le dire. Hein. C'est un héros vraiment pour sa patrie. Parce qu'un livre est sorti il n'y a pas très longtemps pour défendre la thèse du père d'Orgère. Et c'est écrit par des Nantais. Donc cela veut dire que plus d'un siècle plus tard, le père d'Orgère est encore célèbre dans sa patrie. Cet objet est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il raconte l'histoire des conquêtes coloniales. Et il est important aussi parce qu'il montre un exemple de spoliation. C'est-à-dire que nous avons été vaincus et nos objets les plus précieux ont été pris. À un moment donné, il va falloir travailler justement, c'est l'objet du débat, que sur une pièce comme celle-là, au lieu seulement de broder du discours, quelle est la pédagogie qu'on fait là-dessus? Et je raconte ça parce que ça nous permet de ramener sur la vraie histoire entre l'Afrique et Nantes. Aujourd'hui, les gens vont me demander, mais où est donc cette rue du Dahomey, qui a été créée en 1882, et la rue du Dahomey a été débaptisée en 1945, bon, pour d'autres raisons. Elle n'existe plus aujourd'hui. Non, elle n'existe plus parce que les Allemands se sont installés dans cette rue-là. C'est une rue qui était entre Nantes et Doulon. Et en 1945, évidemment, Nantes a voulu, comme tout le monde, enlever toutes ces traces de souillure
entre guillemets, de l'occupation en allemand. Donc il y avait un camp allemand à la rue du Dahomey, qui était une rue boulevard du Dahomey, très importante de Nantes. Et bon, ça a donc été rebaptisé, c'est maintenant la rue Marcel Adel, depuis cette date-là, pour symboliser la résistance et tous ceux qui ont été martyrs. Mais pendant presque plus de 60 ans, ça a porté le nom du Dahomey. Quelques éléments ou un élément marquant de ce patrimoine nantais. Élément marquant du patrimoine nantais, il s'agit pour moi du Grand Blotreau. Ce parc-là, ce legs-là, a une histoire qui est très chargée quant à la colonisation. Nantes est une place forte de l'agronomie tropicale en France. Il y a eu au Grand Blotreau une école d'agronomie coloniale. Pour moi, l'endroit le plus marquant, c'est le parc du Grand Blotreau où se trouve le château. Le bâtiment le plus emblématique et le plus fort, c'est le château du Grand Blotreau. Et là, pourquoi le château du Grand Blotreau? Parce que le château du Grand Blotreau, c'est l'institut colonial qui est original à au moins 3 raisons. D'abord, c'est une donation à cette échelle-là, c'est-à-dire le plus grand château privé de la ville, le plus grand parc privé de la ville, est offert avec la condition testamentaire que ce soit pour la création d'un institut colonial. Donc, lorsque vous allez au musée, aux archives municipales, vous allez voir l'acte notarié qui a été signé par le maire de Nantes, Paul-Émile Saladin, et l'exécuteur testamentaire de la famille d'Aubé, qui était Hippolyte Durand-Gasselin. Et vous allez voir dans les documents que la condition, évidemment, c'est en faveur des colonisations. Donc la ville de Nantes aujourd'hui est propriétaire de ce patrimoine-là et elle a respecté à un moment donné la clause. Bon, c'est toute une histoire, il y a plein de livres. Nous préparons en aussi. respectant la clause, elle s'est inscrite dans quelle direction? Elle a créé donc un institut colonial. Et cet institut colonial, ce n'était pas que la ville de Nantes. Le Grand Blotreau, pour comprendre, d'ailleurs, avant l'Institut colonial, il y a eu la section coloniale de l'École supérieure de commerce. Donc, c'était vraiment là que c'était élaboré et c'est un exemple très important en France. Il y a des livres qui sont parus sur les instituts coloniaux, mais celui du Grand Blotreau, quand nous regardons de près, on s'aperçoit que nous avions l'Église, nous avons l'armée, les sociétés savantes, les scientifiques, les politiques, le monde du commerce. Bref, et ça a donné quelque chose de formidable qui fait que le projet nantais a été tout de suite très fort. Au point où Nantes a ambitionné de devenir la capitale française, la capitale économique coloniale, concurrencée avec Marseille, ainsi de suite. Donc, et je dois dire que ce bâtiment-là, le troisième impact, c'est que lui-même est un monument historique. Parce que c'est un joyau, comme on appelait une folie, qui a été construite d'ailleurs par quelqu'un qui était dans le négoce lors de la traite négrière. Donc c'est un juste retour de l'histoire où les héritiers de la traite négrière offrent donc à leur territoire le moyen de perpétrer, je dirais, la politique internationale à travers la colonisation. Donc certains disent que oui, c'est un héritage indirect entre la traite négrière et la colonisation. Et c'est très important. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement un patrimoine historique, c'est aussi un patrimoine symbolique et même scientifique. Et le fait que ce bâtiment-là soit en ruine, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment a été occupé jusqu'aux années 60 par une colonie, un orphelinat. Et depuis la fin de la colonisation, il y a un débat à Nantes. Je peux vous dire que c'est un débat qui ne sort pas beaucoup dans la rue, mais des intellectuels, des politiques, des artistes discutent depuis les années 60 sur qu'est-ce qu'on fait du Grand Blotreau. Puisque c'est un héritage sur la colonisation n'existe plus.
Et qu'est-ce qu'on en fait? Nantes, c'est donc Neptune qui va favoriser les voyages. Vous voyez d'ailleurs que lorsque le tourisme a baissé à Nantes, on a créé une nouvelle organisation qui s'intitule le voyage à Nantes. Donc tout cela est très bien pensé. Donc lorsque nous on parle du trésor de Neptune, en fait nous provoquons ceux qui s'occupent de la pensée des intérêts nantais. On les provoque et ils nous comprennent que ah oui, ces Africains-là, ils sont en train de toucher là où il faut. Alors, le patrimoine artistique, du coup, en fait, quels sont les objets que vous avez pu retrouver en fait dans vos recherches? Alors là, je pense que c'est là où il y a toute une panoplie. Chaque musée va faire à un moment donné l'état de ce qu'il possède. Par exemple, à Laval, c'est beaucoup plus les armes. À La Roche-sur-Yon, à Angers, c'est beaucoup plus aussi du matériel ethnologique égyptien. Et en termes de pièces artistiques, le plus important à nos yeux pour l'instant, on n'a pas encore vu, c'est l'ancien musée colonial du Grand Botoro. Parce que là-bas, il y avait un musée colonial qui a été mis en place avec toutes les complaisances de la France. Hein. C'est à Nantes que les gouverneurs venaient se reposer, faisaient des dons, ainsi de suite. Et en 1940, ce musée a été déménagé parce que les Allemands s'installaient au Grand Botoro et il fallait mettre à l'abri, puisque ça fait partie des trésors de la ville, l'ancien musée colonial de Nantes. Et c'est quelque chose de tabou aujourd'hui que même moi, je ne peux pas en tant que professionnel venir dire on l'a mis à tel ou tel endroit parce qu'il existe dans chaque situation des moyens de cacher les trésors. Donc, et c'est symptomatique de dire que le trésor colonial de ce musée-là a été préservé par la ville de Nantes. Et ça, c'est très important dans l'histoire, qu'on sache que la ville de Nantes n'a pas livré aux Allemands le trésor qu'elle avait accumulé sur l'Afrique. On ne peut pas parler du patrimoine africain à Nantes en continuant à mettre la chape de plomb sur l'histoire. Et ça, il faut que ce soit clair. Ce qui se passe en Nantes est quasi scandaleux. C'est-à-dire qu'un groupe d'intelligentsia a mis la chape de plomb sur la période coloniale à Nantes. On comprend qu'après la période négrière, on veut éviter des polémiques, des déchirures très importantes, puisque la période coloniale continue. Mais ça nous évite, ça nous empêche même de connaître qu'est-ce qui s'est passé. Donc nous, pendant cette conférence-là, on va parler non seulement des faits, mais on va expliquer aussi aux gens le processus relationnel entre Nantes et l'Afrique.